Il m'est arrivé plus d'une fois de rire en lisant Sade, et les occasions ne manquent pas. Mais on nous a tellement parlé de l'horreur ou de la fascination qu'on se doit d'éprouver, qu'on en oublierait ce qu'il y a d'énorme et de drôlatique dans ces récits. Pourtant, comment garder son sérieux quand on lit au début des 120 journées de Sodome que la Desgranges avait un téton de moins, 3 doigts coupés, qu'elle boitait, et qu'il lui manquait plusieurs dents, enfin, qu'elle était borgne. Il faut être bien naïf ou aveuglé par une gravité de commande pour trouver que les scènes décrites par Sade sont réalistes et ses personnages vraisemblables. Certains d'entre eux auraient pu sortir de l'imagination de Rabelais ou de Cervantes, comme ce duc de Blangy, qui ressemblait à un Hercule ou à un centaure, avec une force de cheval et un membre de mulet, toujours en érection. Dans l'action, c'était un tigre, un être bestial, sur qui la volupté avait des effets singuliers. Des cris épouvantables, des blasphèmes atroces s'élançaient de sa poitrine gonflée. Des flammes semblaient alors sortir de ses yeux. Il écumait, il hennissait. On l'eût pris pour le dieu même de la lubricité. Adepte de la sodomie passive, il pouvait renverser les rôles et soutenir 55 assauts dans la journée, violer une fille d'une seule main, étouffer un cheval pour gagner un pari. Ces excès de table, ajoute Sade, l'emportaient sur ceux du lit. Et s'il ne nous donne pas les menus, il précise que 10 bouteilles de Bourgogne étaient son ordinaire. Un autre personnage goûte fort, comme Sade lui-même, l'ermitage et le côte-rôti, ainsi que le toqué, alors en vogue, depuis que Louis XIV l'avait fait venir de Hongrie. Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 mars 2021. Alors, il est temps que je retire mon masque. Il est temps que... Bas les masques! Alors, ce petit passage est tiré de « Et je vous offre le néant » de Gérard Massé. Alors aujourd'hui, ce soir, je vais me livrer à un petit exercice fort ludique qui va consister à vous livrer un témoignage humain, matiné d'un éditorial, entrecoupé de lecture et je vous offre le néant. Alors, exercice comparable à la philosophie dans le boudoir, où, au milieu d'une orgie, on a le droit à une dissertation philosophique. Alors, parce que à la librairie, j'entends beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et une des qualités qu'un commerçant peut avoir, c'est l'écoute. Alors, comme j'ai un très modeste sens des affaires, autrement, je ne serais pas libraire, j'aurais de plus hautes ambitions, de plus hautes visées. Un libraire ambitieux, c'est presque un non-sens. Quelqu'un qui se lance dans la pharmacologie, dans les matières premières, dans la bourse, l'or, le pétrole, s'il n'est pas ambitieux, eh bien, que fait-il là? Mais des livres de Paul Nizan, des livres de Marcel Proust, des recueils de poésie de Rimbaud ou de Lautréamont. Sincèrement, cela enrichit l'esprit, mais cela n'enrichit pas l'homme. Alors donc, j'écoute beaucoup. Alors, je vais vous faire part de quelques-unes de mes observations que je vais entrecouper de lecture de ce recueil de Gérard Massé. Alors, première petite citation, tirée de George Orwell, 1984. On retourne sans arrêt à 1984. 1984, c'est notre boussole pour savoir où nous en sommes avec le temps. On peut leur accorder la liberté intellectuelle
puisqu'ils n'ont plus d'intellect. Alors voilà, au début de la pandémie, avril, beaucoup de profs fréquentent ma librairie, des profs d'université, des profs de collège. Et pratiquement tous étaient horrifiés à l'idée de donner des cours à distance, sur Zoom ou un autre logiciel, une autre plateforme, dis-je, pour l'usage des profs, mis en place assez rapidement par le gouvernement, qui sans doute avait ça dans leur carton depuis un petit moment. Ne fait aucun doute que les grands administrateurs, les grands administrateurs bureaucrates du système de scolaire, ça fait longtemps qu'ils ont le goût de, non pas de se débarrasser, ne sait-on jamais, ça peut servir, des sciences sociales et des sciences humaines, mais de lui donner une part de plus en plus petite, avec des budgets de plus en plus réduits, et où le clientélisme fait foi. Il n'est pas question de clientélisme dans les cours de médecine. La médecine encore repose sur la méritocratie et non pas par les subventions par tête de pipe. Alors, ces profs-là, au début, je les entendais me dire « Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas donner des cours à distance via des écrans. » Premier mouvement. Presque un an plus tard, le discours a changé. Les profs sont de plus en plus ravis de donner des cours à distance. Ils ne tiennent plus, en tout cas ceux que j'ai dans mon entourage, et j'interroge les uns et les autres pour voir si ce n'est pas là une tendance lourde que les profs n'ont qu'une seule envie, déserter les salles de classe. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont plus envie d'enseigner et qu'ils n'ont plus envie de recevoir des émoulements pour enseigner. Mais ils n'ont plus envie de se retrouver avec, selon leurs propres propos, des étudiants de plus en plus incultes, de plus en plus désintéressés, et où même le plus grand des acteurs ne réussit pas à les sortir de leur torpeur, de leur hypnose numérique. Alors, ils n'ont plus envie. Et beaucoup, ce qu'on m'explique, et j'ai aussi des témoignages d'étudiants qui viennent corroborer à l'inverse, qui viennent corroborer en négatif les propos des profs. Les étudiants me disent, le prof donne un cours préenregistré, il annonce qu'il sera présent pour une séance de clavardage, de chat, si vous préférez, une séance de clavardage le dimanche entre 18h et 20h. Et c'est tout. Je donne cet exemple-là. Beaucoup de profs sont contents de ne plus avoir à se déplacer sur leur lieu de travail, sont contents de ne plus avoir à côtoyer, surtout les profs d'université, à ne plus côtoyer des collègues qui, de toute façon, ils n'avaient pas grand-chose à échanger avec eux. Ils sont contents de ne plus plonger dans la piscine glacée que peut représenter une classe dans un amphithéâtre avec 150, 200 étudiants, dont un bon nombre d'entre eux suivent sur leur écran des matchs de hockey. Ils sont contents. Ils sont contents. Est-ce qu'on les blâme de ça? Je ne suis pas prof. Je ne dirai rien là-dessus. Je ne fais qu'observer ce que j'ai. Je ne fais que relater ce qu'on m'a confié. Les grands bureaucrates dans certaines institutions universitaires au Canada ont déjà installé des écrans géants dans les salles de classe. Et ce qu'ils se proposent de faire dans les prochaines années, dans les prochaines sessions, c'est de permettre à un nombre grandissant d'étudiants de ne pas se déplacer s'ils en ont envie, et les interventions qui seront diffusées
sur le grand écran, ils pourront poser des questions aux profs, qui seront encore ce nouveau mot inventé en présentiel. Encore Orwell, quand Orwell disait que quand on commence à forger des nouveaux mots, c'est que la machine de propagande est en action. Et dans ce cas-ci, on peut dire que le présentiel a fait des adeptes très, très, très rapidement. C'est dire comment la machine propagandiste est bien huilée, fonctionne bien. Alors, des écrans géants sont déjà en train d'être installés. La direction, dans certains cas, dans certaines institutions universitaires, manquait d'espace, manquait de locaux pour les vraies choses qui comptent, la technoscience, la médecine, la technologie, l'informatique, la robotique, l'intelligence artificielle. Alors, les sciences humaines qui de toute façon sont attaquées de toutes parts par, d'un côté, les distractions, de l'autre, le numérique, de l'autre, la pharmacologie, et l'absence de possibilité d'avoir une prise sur les choses concrètes. Les sciences humaines deviendraient au fond l'équivalent de ce que Marx appelait l'opium du peuple pour la créature qui souffre trop, la créature qui n'a plus de raison de trouver du sens à cette existence-là. Alors, les sciences humaines deviendraient l'opium de ceux qui ne se sont pas résolus à absorber des nouvelles combinaisons moléculaires telles qu'on peut les proposer dans le DSM-5, par exemple. Toujours mes sources m'annoncent que les profs, avec l'aide de leurs syndicats, vont exiger lors de prochaines négociations syndicales que des clauses contractuelles soient ajoutées, dont celle de ne pas se présenter en classe. Autre avantage à cette dématérialisation de la personne du prof et de la volatilisation de la personne de l'étudiant, c'est que la mobilisation étudiante va devenir pratiquement impossible. Comment mobiliser des gens qui sont tétanisés derrière leur écran ou quand deux McDo Jobs suivent un cours aléatoire sur Martin Heidegger, par exemple. Alors, comment créer un mouvement social avec des gens qui vont être littéralement atomisés? Que dire aussi des nombreuses polémiques des profs qui se retrouvent avec des étudiants militants qui les attendent au détour et qui guettent le moindre faux pas pour leur faire un mauvais parti, comme il y en a eu un il y a quelques jours à l'Université du Québec à Montréal, où une professeure a été prise à partie, une professeure de biologie, j'ai cru comprendre, a été prise à partie parce qu'elle avait évoqué le genre. Et un ou une étudiante s'est insurgée, alors il a fallu que le cours soit interrompu. Je n'ai pas les détails, mais j'ai entendu ça à la radio, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de prendre des notes suffisantes pour pouvoir vous relater ça, mais c'est sans doute facilement retrouvable. Alors donc, le télétravail, non, je voulais un petit passage. À propos de la sodomie, qui semble avoir les préférences du marquis et de ses personnages, il faut rappeler qu'elle était punie de mort et que Sade la pratique donc comme un défi. Et quand, révolté par cet acte contre nature, une prostituée porte plainte, il a le culot d'ajouter qu'étant donné la position, on se demande comment elle a pu le reconnaître. Sade a un faible pour cette partie charnue de l'anatomie
qu'on nomme d'habitude par des périphrases et des métaphores, mais qu'il désigne plus crûment. Car la première opération du point de vue stylistique consiste à enlever ce qu'on appelait alors la gaze, pour ne pas appeler un chat autrement qu'un chat. L'anatomie dévoilée, c'est d'abord le réalisme sans détour du vocabulaire, même quand il s'adresse à sa femme. Je vous baise bien les fesses et vais, où le diable m'emporte, me donner un coup de poignet en leur honneur. Lui écrit-il, alors qu'il est détenu à Vincennes depuis 5 ans. Quant à la servante Goton, originaire du pays vaudois et qui épousera son valet, c'était le plus beau cul qui fut échappé des montagnes de Suisse depuis plus d'un siècle. Aimer la chair n'empêche pas d'aimer l'art, au contraire, et depuis son voyage en Italie, il a conservé un souvenir ému de la Vénus Callipyge qu'on peut voir au palais Farnèse, mais il l'appelle la Vénus aux belles fesses, de peur sans doute que l'étymologie ne soit pas assez parlante. Boom immobilier à Montréal. Boom immobilier à Montréal, boom immobilier dans tout le Québec. Le premier réflexe, toujours au début de la pandémie, le marché immobilier est resté suspendu pendant quelques jours, voire quelques semaines, dans l'attente du cataclysme qu'il ne manquait pas de venir. Il est venu, mais pas sous la forme qu'on l'attendait. Et rapidement, la mécanique de l'offre et de la demande s'est emballée, tant et si bien qu'aujourd'hui, l'immobilier a atteint des niveaux stratosphériques, inimaginables, et dont la poussée, dont l'avancée avait commencé il y a déjà 20 ans, au début de l'année 2000, avec ce qu'on avait appelé à l'époque le crash des technos. Beaucoup de gens considéraient au terme, parce qu'en 2000, l'année 2000, le marché immobilier à Montréal était dans un état de langueur avancée, lui dit le marquis de Sade, et il était peu stimulé, il était amorphe, il était endormi, et tout un chacun pensait que l'achat de briques n'était pas une bonne idée pour faire fructifier ses avoirs. Il valait mieux l'investir en bourse, en particulier dans les technos. Les technos ont volé en éclats. L'argent est allé du côté de l'immobilier. Premier gonflement. Deuxième gonflement. Quand les tours du World Trade Center se sont effondrées, les gens se sont mis à avoir peur de l'anthrax, se sont mis à avoir peur des bombes sales, que des valises avec des déchets nucléaires explosent en plein milieu du centre-ville de Montréal ou de New York ou de Chicago. Et là, nouveau, la maison devient le refuge un refuge contre le monde perçu comme une menace extrêmement inquiétante. Dans notre maison, il ne peut rien nous arriver, la planète peut s'embraser, les terroristes peuvent se multiplier, il peut y avoir un crash boursier, un crash technologique. Tant qu'on est peinard dans son salon, rien ne peut nous arriver. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ce boom immobilier qui ne semble connaître aucune limite? Eh bien, les loyers des gens qui n'ont pas de maison, les loyers vont se mettre à monter en flèche. Les loyers commerciaux qui déjà étaient extrêmement élevés et qui causaient la perte de nombre de petits commerçants, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les faillites vont se multiplier.
Alors, cette bulle immobilière ne sera pas sans conséquence. Et quel sort va-t-il être réservé aux plus pauvres qui n'auront pas, qui de toute façon n'ont jamais accès à la richesse? Eh bien, les pauvres vont être de plus en plus repoussés à la marge des centres-villes, vont aller se loger dans des banlieues de plus en plus enclines à l'abandon et à un certain niveau de criminalité et dans certains cas des zones de non-droit dans certains pays. Alors, ou dans certaines zones à Montréal, quartier Saint-Michel, Montréal-Nord, sont devenus même, dans le cas de Montréal-Nord, dont une partie importante du personnel soignant, le métier des préposés aux bénéficiaires, les entretiens, qui sont des personnes à faible revenu, qui vivent dans des HLM, souvent à plusieurs dans un même appartement, sont à la fois touchés par le virus et ils vont être également touchés par des conditions de vie de plus en plus difficiles et ils vont être également touchés par une augmentation importante du loyer, même s'il y a une régie du logement qui encadre. Il y a les propriétaires, certains propriétaires véreux, voyant le prix de leur bâtiment exploser, vont user de manœuvres dilatoires, enfin, pour pouvoir se débarrasser parfois de gens qui sont mal informés quant à leurs droits. Alors, vous imaginez le clivage, le ressac entre les classes sociales va s'aggraver et les plus jeunes qui rêveraient d'avoir accès à la propriété n'auront d'autre recours que de demander à leurs parents. Alors, il y a des chances aussi qu'on se dirige vers un clash des générations. Le marbre trop poli, la beauté trop lisse ont cependant leurs limites. Sade sait parfaitement qu'un défaut, la saleté, voire la laideur peuvent attirer l'attention, puis exciter le désir. La beauté, la fraîcheur ne frappent jamais qu'en sens simple. La laideur, la dégradation portent un coup bien plus ferme. La commotion est bien plus forte. L'agitation doit donc être plus vive. Il ne faut donc point s'étonner, d'après cela, que tout plein de gens préfèrent pour leur jouissance une femme vieille, laide et même puante, écrit-il dans le prologue des 120 journées. Quand il met en place les personnages et le protocole auxquels ils devront obéir. Voilà qui justifie la présence de Fanchon, dont les maladies, les chancres et la gueule puante ne devraient inspirer que du dégoût, mais dont Sade fait un objet de désir avec son exagération habituelle, qui le range aux côtés des auteurs épiques, mais ne lui permet pas toujours de se faire comprendre du vulgaire. Il est vrai que nous n'avons plus la même approche du corps. Le triomphe de l'hygiène nous a rendus plus prudes, pour ne pas dire puritains, et nous sommes effarouchés par les manifestations éruptives ou sanguignolantes de la maladie, quand ce n'est pas par l'écoulement ordinaire des fluides ou les sécrétions naturelles. Même les médecins voient le corps malade à travers les filtres, les transparences des images et les verres des laboratoires. D'infinies précautions sont prises pour éviter les contagions dont on a compris les causes. Les pincettes et les gants, les masques ont éloigné de nous les chairs abîmées. Quant au postérieur, pour employer un mot qui n'appartient pas au vocabulaire de Sade, il était à son époque l'objet d'attention et de soins qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Siège du plaisir, il était aussi l'objet de souffrances infinies, et compris quand on était sur le trône. C'est même grâce aux médecins de Louis XIV
qu'on en sait autant et que son opération de la fistule en 1686 nous est connue dans les moindres détails, de l'écarteur pour agrandir l'orifice au bistouri recourbé à la royale. C'est aussi à partir de cette date que les chirurgiens seront pris au sérieux et cesseront d'appartenir à la corporation des barbiers, ce qui n'empêche pas les médecins de soigner avec des méthodes qui font frémir. À Madame de Sade, âgée de 60 ans, et qu'on juge trop sanguine parce qu'elle souffre d'hémorroïdes, on recommande d'appliquer 10 ou 12 sangsues autour de l'anus, puis d'attendre qu'elle tombe avant de se mettre une demi-heure sur une chaise percée pour recevoir de l'eau chaude afin de favoriser le flux sanguin. Quant à la bouche du souverain, elle était si abîmée que les aliments ressortaient par le nez dans une puanteur presque insoutenable. De la bouche à l'anus, le corps du roi était un cloaque. Louis XIV a subi le traitement de 14 pointes de feu pour cautériser le palais sans anesthésie, comme toutes les interventions, et sans l'assurance du moindre succès. On sait que les odeurs à Versailles, mélange de miasmes et de parfums qui cachaient mal le manque d'hygiène, provoquaient désir ou dégoût selon les heures et les gens. Les conversations, les correspondances, les journaux intimes s'attardent sur des mots et des organes que la pudeur aujourd'hui évite soigneusement de nommer. Le vaccin. Vous souvenez-vous, il y a un an, deux petites créatures, un couple étonnant, bigorré, Monsieur Pangolin et Madame Chauve-souris, convolaient dans des noces biochimiques. Et ces deux créatures hirsutes, patibulaires, faisaient notre entrée dans nos vies, accompagnées de son sinistre résultat, le virus. Ce qu'on nous expliquait alors, c'était que la proximité, la frontière séparant l'espèce humaine des diverses espèces animales était si ténue que les maladies que nous pouvions nous transmettre les uns les autres, eh bien, étaient à l'origine de cette nouvelle maladie. Et que les espaces écologiques, les habitats naturels qui nous protégeaient des diverses autres espèces étaient si réduites, étaient si mal en point qu'elles favorisaient ces mêmes transmissions. On n'entend plus parler de pangolin. Chauve-souris a disparu. Les habitats naturels, eux, quant à eux, je ne crois pas qu'en un an, les choses se soient vraiment améliorées. Mais nous avons la solution, et on nous le répète à longueur de journée, ce sont les vaccins. Mais la cause première qui semblait assez évidente il y a un an, finie, disparue des écrans. Exit pangolin, exit chauve-souris, et les habitats naturels, on n'en parle plus. On se rappelle, au début de l'année 2020, l'Australie flambait, la Californie flambait, et nous avions déjà une impression d'un parfum d'apocalypse flottant dans l'air. On connaît la suite. Mais les catastrophes écologiques qui sont quand même annoncées, depuis quand les catastrophes écologiques sont-elles annoncées? Depuis 1970, avec le fameux rapport Meadows demandé par le Club de Rome.
ce groupe de scientifiques qui ont analysé l'effet de la société industrialisation sur l'environnement. Et leur rapport était accablant et nous avions quelques décennies tout au plus pour pouvoir renverser la vapeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé de 1970 à, disons, 1989? Même pas 20 ans. Il s'est passé... Les lettres de Mozart à sa sœur, un siècle plus tard, appartiennent au même registre et confirment ce goût répandu pour ce qui aujourd'hui nous paraît si sale. C'est donc un corps dont on ne connaît plus les atteintes, mais pas non plus les sensations, que Sade met en scène dans ses récits. Les hémorroïdes, les abcès, les écarts sont des menaces qui obligent à prendre des précautions. Le cheval dans la vie d'un homme libre y est pour beaucoup, mais la position assise d'un homme sédentaire, à plus forte raison d'un captif, et d'un captif qui passe ses journées à lire et écrire, ne vaut guère mieux. C'est ainsi que Sade, alors qu'il est détenu depuis plusieurs années, commande un coussin dont il surveille la fabrication dans les moindres détails. Comme Rousseau, le manteau arménien qui lui permettait de se sonder. Ce qui pourrait passer pour des délicatesses d'hommes lettres, de lettres un peu douillets, alors même qu'ils savent jouir de la souffrance, la fessée pour l'un, le fouet pour l'autre, n'est rien d'autre qu'un confort nécessaire si l'on ne veut pas abîmer définitivement une partie de soi-même précieuse entre toutes. D'où le coussin pour le croupion. Et le fauteuil qui l'accompagna partout, de Vincennes à Charenton. Un fauteuil d'époque Louis XIII, dont le haut dossier en tapisserie représentait une scène biblique éloquente, Suzanne et les vieillards. On se souvient que Suzanne Aubin refuse les propositions obscènes de deux vieillards qui l'accusent d'adultère pour se venger. Dans la Bible, le prophète Daniel vient au secours de la jeune femme. Dans l'imagination de Sade, la victime est seule, livrée à ses bourreaux, sans intervention du ciel. Le rapport Mido. Population en croissance. Malnutrition pour les pays qu'on appelait jadis du tiers-monde et qui sont devenus, par la magie du langage orwellien, des économies en émergence. Malnutrition, obésité d'un côté, incapacité à se nourrir convenablement de manière adéquate de l'autre, épuisement des ressources naturelles, dégradation de l'environnement. 1989, la chute du mur de Berlin. 1989, plus besoin de réprimer les dissidents, les délinquants, les gauchistes. Le mur s'est effondré sur eux. Le mur est tombé d'un côté, a libéré une partie de la population qui était de l'autre côté du mur, séquestrée par une idéologie totalitaire. Le mur s'effondrant, s'est effondré sur tous ceux qui avaient des raisons légitimes de remettre en cause le système capitaliste. Et c'était sans réplique. Les climato-sceptiques, les hédonistes, les matérialistes, les nihilistes ont pris le relais et ont fait taire toutes les voix dissidentes qui nous mettaient en garde pour la suite. Aujourd'hui, à part Sade, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 5 menaces, 5 bombes qui peuvent nous éclater au visage à tout moment, et c'est la première, la bombe écologique,
La bombe informatique, on l'a vu il y a quelques semaines à peine. Les Russes, vraisemblablement, ont réussi à entrer dans le système de défense américain. Ils ont fait des dégâts considérables. Certains informaticiens parlent d'un Pearl Harbor informatique. Les médias en ont un peu parlé, mais tout ça se joue à un tel niveau d'abstraction pour la majorité de nos contemporains qu'une guerre informatique qui ne fait pas de mort qu'on peut voir au téléjournal a peu d'importance. On accuse les Russes, mais c'est peut-être pas les Russes. Le crash boursier. La bourse également. Est-ce que je voulais un passage de Gérard Massé, je vous offre le néant? Non, non. La bourse, elle aussi, elle est dans un... En fait, la bourse a décollé des réalités terrestres. Elle est dans une sorte d'épanouissement. On a l'impression que c'est un champignon atomique, tellement elle irradie, tellement elle balaie tout sur son passage. Il y a des gens qui vont en profiter, mais la majorité des gens, quand le crash boursier va survenir, ce qui va quand même arriver, ne seront pas épargnés. Le nucléaire, les nombreuses centrales nucléaires dont on devra maintenir le bon fonctionnement, dont on devra maintenir aussi qu'elles demeurent sécuritaires pour les populations ambiantes. Le nucléaire, le terrorisme, la menace terroriste, qui ne manquera pas non plus au fur et à mesure que les inégalités. Mais on le sait, on a compris, le terrorisme ne naît pas des inégalités. Il naît d'une vision métaphysique de l'existence. Toutes les guerres nous l'ont rappelé Ernst Junger. Mon ami Louis appréciera la référence, sont de nature métaphysique. Un mot enfin sur les complotistes. Les complotistes qui sont bien souvent, j'aurais envie de dire, un peu absurdes. Les complotistes, c'est le moment de mettre son masque. Peut-être les complotistes n'ont pas le... Vous voyez comme ça fait drôle, hein? Peut-être que les complotistes n'ont pas les outils conceptuels pour bien appréhender la complexité du monde. Mais ils devinent que des choses se jouent au-dessus d'eux. Ils pressentent que probablement une mécanique assez implacable, distributrice d'injustice et de désarroi, avec une augmentation de l'impuissance quant à notre propre agir dans notre existence, va aller en augmentant par des contrôles de surveillance de plus en plus accrus, avec des techniques policières non pas de containment, mais des manœuvres militaires policières, qui vont empêcher toute forme de révolte, qui vont empêcher toute forme de contestation, qui vont un système de plus en plus opaque, de plus en plus injuste et de plus en plus cruel pour un grand nombre de gens. Il y a des complots à chaque jour. Les complots les plus réussis, c'est ceux dont on n'entend jamais parler. Petit complot à l'échelle des municipalités, un promoteur ou un grand exploiteur d'une chaîne pornographique réussit à faire abattre tous les arbres qui se trouvent, quelques centaines d'arbres qui se trouvent sur son territoire. Il a inclus dans son plan d'affaires que l'amende qu'il va recevoir va couvrir très largement les inconvénients de son massacre à la scie mécanique. Tous ces édiles de petites municipalités qui vont permettre de construire dans des zones inondables, en sachant très bien, mais
en sachant très bien que ça ne tiendra pas, vont quand même le faire et vont se rencontrer. Des complots, ils sont partout. L'histoire de l'humanité, elle est tissée de complots. Et beaucoup d'entre eux fonctionnent. Alors, d'imaginer que tout est toujours transparent, qu'on sait toujours tout, qu'on est renseigné, au fond, sur les choses qui comptent vraiment. Le complotiste, lui, il sait qu'on lui ment. Peut-être sa quête d'authenticité, voire de vérité, est erronée. Elle est peut-être même pas sur le bon terrain. Il n'a peut-être pas les bons objets, mais il pressent qu'on lui ment effrontément. Là où une grande partie des gens font semblant de croire ce qu'on leur dit. Le complotiste, lui, il est mal à l'aise, il est mécontent de ça. Et il rouspète. Et dans certains cas même, il peut défier les mesures sanitaires. Il ne croit pas le gouvernement. Il ne croit pas les journalistes. Il ne croit pas tous ceux qui sont censés l'informer. Car tout ce beau monde-là, depuis 1970, font taire toutes les voix dissidentes. Et là, avec ce qui se met en place au niveau du système de l'éducation, on peut dire qu'il y aura de plus en plus un clash entre la population en général et les complotistes. Eh bien voilà, écoutez, c'est tout. Vidéo extrêmement pessimiste, mais je suis pessimiste. Je dois vous avouer, je suis extrêmement pessimiste. Je ne crois pas je ne dis pas que c'est la fin, je ne dis pas ça, mais je pense qu'on va vivre dans un état de crise aiguë. La crise va devenir notre état permanent. L'attente du vaccin, l'attente des divers vaccins qui se bousculent, là. Les raisons qui nous ont amenés à vivre ce que nous vivons, ces raisons-là se sont évanouies dans la nature. C'est comme au début, on avait tout compris. On avait compris que là, ça y était, il fallait qu'il se passe quelque chose. Maintenant, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être vacciné et de revenir à notre état antérieur. Je ne sais ce qui va se passer quand on va réaliser que cet état-là antérieur. Un dernier commentaire. Il y a plusieurs Français qui fréquentent ma librairie. Les Français n'ont jamais eu ça n'a jamais été un peuple d'immigration. Contrairement aux Italiens ou aux Irlandais, ou pour ne nommer que ces deux-là qui me viennent en tête. Parce qu'il y avait des colonies. Il y avait les dom-toms. On pouvait faire carrière à La Réunion et finir ses jours à Honfleur. Et les Français ont toujours eu... beaucoup ont fait carrière à l'étranger, mais ils ont fait carrière à l'étranger. Ils ne sont pas partis sur des bateaux pour, bien souvent, ne plus jamais revenir. En tout cas, je parle des années 50. Ils ont fini quand même... Les Italiens ont fini par retourner un peu chez eux, mais il n'y a jamais eu d'Italo-Américains, il n'y a jamais eu un retour en Italie des Italo-Américains ou des Italo-Montréalais ou de la communauté hellénique de Montréal. Ils rêvent de retourner à Athènes. Ils retournent à Athènes au bout de 6 mois. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de retourner à Laval. Alors, mais les Français, c'est pas ça. Les Français ont, dans leur organisation territoriale, avec les territoires d'outre-mer, beaucoup d'entre eux ont pu exercer des professions, des carrières, même des métiers à l'extérieur de la France, tout en conservant un lien permanent
avec le territoire, avec la mère patrie, j'ai envie de dire, mais je l'ai dit. Bon, voilà. Et l'immigration française, qui est très, très, très abondante à Montréal, depuis 20 ans, toujours depuis la chute des technos, en fait, faisait aussi que les Français pouvaient régulièrement retourner 1 ou 2 fois par année. Et là, avec la pandémie, le fait que plus personne voyage, alors beaucoup des Français qui viennent à ma librairie me disent que comme la mobilité est devenue de plus en plus difficile entre les 2 continents, beaucoup d'entre eux songent à retourner en France, à ne plus faire ces allers-retours. Et ça, je me demande aussi qu'est-ce que ça va faire. Quand tous ces nombreux expats, comme ça qu'on les appelle, vont retourner en France, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ici pour nous qui perdons des compatriotes qu'on apprécie beaucoup pour leur dynamisme, leur intelligence, leur savoir-faire. Les Français en général travaillent très bien. Et leur combativité et leur grande curiosité intellectuelle, on va subir une perte, là. Il y a des quartiers de Montréal qui vont même, si on ajoute tout le délire immobilier et la pauvreté qui ne manquera pas de l'accompagner, qu'est-ce qu'on va subir comme perte, nous, là, Montréalais, Québécois? Et eux, quelle France vont-ils retrouver? Une France probablement aux prises avec une pauvreté grandissante, avec des emplois qui vont aller en se raréfiant, dans une Europe qui même du point de vue vaccinal, ne semble pas fonctionner correctement avec les Britanniques qui l'ont quitté et qui vont sans doute peut-être donner l'envie à d'autres pays, à d'autres peuples de quitter l'Union européenne. L'Union européenne, c'est pas aux Français qui m'écoutent, qui s'est fait quand même contre la volonté de la majorité. Mais ça, comment demander aux élites européennes, aux élites françaises, de renoncer aux rêves de l'Europe? C'est presque impossible, je pense. Le rêve européen est tellement ancré dans la tête des élites françaises. C'est une manière de... Ben, c'est les Allemands là, qui dominent le truc, mais les Allemands ont pas... je sais même pas si c'est dans leur fantasme d'être les boss, ou en tout cas, ils le sont en faisant semblant de ne pas l'être. Enfin. Mais tout ça pour vous dire, ça aussi, ces mouvements migratoires qu'on va observer là, très très bientôt. Je ne sais ce que ça va donner, je ne sais ce que ça va donner, et ça va être sans doute encore un autre effet secondaire de cette pandémie qui est une véritable boîte de Pandore. Voilà. La boîte de pandémie. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Hein? Pandore. Qu'est-ce qui va en sortir de tout ça? Je pense que les surprises vont être nombreuses et passablement désagréables. Personnellement, moi, je me prépare. Je me prépare psychologiquement, je me prépare émotionnellement, je me prépare à des heures extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Mais, en même temps, comme dit Macron, en même temps, avec une vraie peut-être possibilité de créer quelque chose. Avec une vraie possibilité qu'un véritable changement s'effectue. C'est ça aussi, hein? Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci. Et à demain, hein, je peux le dire, là, à demain. Demain matin, c'est dimanche. Je m'en vais visiter ma vieille mère en territoire assidique. Alors, territoire cédé et sacré. Alors, je ne sais pas de quoi je vais vous parler demain,
Mais je sais que pour la fin, aujourd'hui à la librairie, là, ça a été occupé. C'est incroyable comment ça a été occupé aujourd'hui. Et hier aussi. Alors c'est pour ça que je suis fatigué. Bon, allez. Bonne nuit à tous.